bienvenue dans ce 14e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence pour poser vos questions sous le post concerné. Pour cette rentrée de septembre 2021, j'ai demandé à Julie Longy de nous parler plus en détail du sevrage lors de l'allaitement. Que le sevrage soit dès la maternité ou au bout de quelques années, Julie, consultante en lactation certifiée IBCLC, prend le temps de répondre à 10 de vos questions. Pour information, la première et la dernière question concernent toutes les femmes, qu'elles allaitent ou non, qu'elles aient fait ce choix ou non, puisqu'on parle de comment procéder quand on ne veut pas allaiter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Julie. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de hors-série sur l'allaitement et on va parler du sevrage parce qu'on l'a jamais évoqué ensemble encore. Tout à fait, effectivement, le sevrage, c'est pas forcément une thématique qui est très abordée dans l'allaitement. On parle souvent de se préparer à l'allaitement, mais arrêter l'allaitement, c'est pas forcément toujours facile et toujours abordé. Ouais, avec les professionnels de santé, donc ça tombe bien puisque tu en es une. Donc on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Donc les 10 questions que tu as sélectionnées, je vais commencer par la première. C'est une maman d'une petite fille qui a 8 mois qui a choisi de ne pas allaiter. Elle dit qu'elle a eu une montée de lait très importante, qui a été une véritable souffrance physique et psychologique. Elle a mis des feuilles de chou, elle a fait de l'homéopathie, rien n'a fait effet sur elle. Ses seins ont coulé pendant 1 mois. Et sa question c'est, ai-je le droit d'exiger un traitement malgré les risques ? Alors c'est une très bonne question de cette maman parce que les mamans qui choisissent ne pas allaiter sont pas forcément bien accompagnées au niveau des suites d'une montée de lait après la naissance. Donc la lactation, c'est un processus qui est naturel après une naissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la maman n'a plus le placenta dans l'utérus, les hormones de la lactation vont se mettre en route. Donc une maman qui accouche et qui ne choisit de ne pas allaiter, quelques jours après la naissance, elle aura des seins tendus, elle peut avoir des engorgements, vraiment des œdèmes et des douleurs très importantes. Aujourd'hui en France, on ne donne plus de traitement parce qu'il y avait énormément d'effets secondaires. Donc on va se rabattre sur de l'homéopathie, sur des feuilles de chou, sur de la glace, parfois des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Mais c'est vrai que c'est une douleur qui est vraiment banalisée. Et finalement, on dit aux mamans que ça va passer en 24-48 heures, mais beaucoup de mamans se retrouvent au retour à la maison chez elles complètement désemparées. Donc oui, on peut poursuivre effectivement la glace, les feuilles de chou, etc. Mais ça peut être intéressant avant la grossesse, enfin pendant la grossesse, d'en discuter avec sa sage-femme et son gynéco pour savoir ce qui est possible. Surtout dans le cas de cette maman, si elle a un prochain enfant et qu'elle est vraiment très angoissée à l'idée de revivre un petit peu ce qu'elle a vécu, ça vaut le coup d'en discuter en amont et de le faire noter dans le dossier pour pas qu'elle se retrouve confrontée à ça. Parce que du coup, elle n'a pas d'autre choix que de le faire par les méthodes dites naturelles. Donc, il y a à aucun moment, on ne prescrit de médicaments en France ? Si, on va le prescrire lors d'une mort fœtale, lors d'une IMG. Automatiquement, sans finalement demander à la dame si pour le coup elle le veut ou pas. Ça fait partie des protocoles. Et c'est ça qui est assez interpellant parce que finalement la maman qui vient d'accoucher, elle, on va pas forcément lui demander ce qu'elle veut. Et dans le cas d'un décès ou d'une grossesse qui s'arrête, comme si on voulait tout gommer, on donne d'entrée de jeu ça à la maman. D'accord, oui, c'est juste qu'il n'y a pas le choix, quoi. Tout à fait. Ok, donc pour cette dame, ce qu'il lui reste à faire, c'est plutôt de se préparer en amont pour qu'elle soit ni surprise ni laissée seule dans ce moment-là. Tout à fait. Et elle peut également contacter une consultante en lactation qui est aussi là pour accompagner le non-allaitement avec des inconforts au niveau des seins, etc. Tout à fait. D'accord. Donc quand on est à la maternité,
ça dépend en fait des maternités, s'ils accompagnent ou non. Toutes ne le font pas. Tout à fait. Dans les maternités, pour le non-allaitement, c'est qu'il y a des protocoles, hein. On donne des ordonnances avec des listes d'homéopathie, des choses comme ça. On peut être amené à donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires, de la glace parce qu'il y en a dans les frigos. Mais c'est pas quelque chose on s'en soucie pas trop en fait. D'accord. Bah, c'est intéressant si jamais certaines mamans se préparent à une Tout à grossesse fait, ouais. Donc ça de peut vraiment comprendre être ça si quelque on chose qui choisit. peut être discuté pendant la grossesse et être noté comme on va noter d'autres choses dans le dossier, des choses qu'on souhaite, des choses qu'on souhaite pas. Mais ça peut être noté en rouge en disant attention, pour mon enfant précédent, j'ai eu des gros œdèmes, etc. Attention quoi, enfin voilà, pour pouvoir bien Ok, identifier et que du coup, les professionnels soient plus vigilants et puissent prendre soin un petit peu plus de la maman quoi. d'accord. Alors, deuxième question. Question assez simple. Comment sevrer durant la grossesse? Donc là, on parle d'une maman qui a déjà eu un bébé, qui est en train d'allaiter et qui est enceinte pour une deuxième ou troisième fois et qui voudrait sevrer son enfant à ce moment-là. Alors déjà, le sevrage pendant la grossesse est tout à fait possible. Ce qui va être un Je l'ai petit peu fait. ce qui va être un petit peu différent, ça va être l'âge de l'enfant. Parce que des fois, quand c'est un bébé qui va être tout petit, je dirais, en particulier dans les 6 premiers mois et dans la première année, où le lait va prendre une grande part de son alimentation, là, évidemment, si la maman souhaite sevrer, elle va proposer à son enfant un autre lait avec plus ou moins une autre alimentation en fonction de son âge pour remplacer et sevrer tout doucement. Après, quand l'enfant est plus grand et que l'enfant mange à une alimentation variée et bien diversifiée, le lait a moins une place importante dans son alimentation, donc ça va se faire vraiment en douceur, ce sera un petit peu différent. Et des fois, il y a des bébés qui se sevrent tout seuls pendant la grossesse, puisqu'à partir de 16 semaines de grossesse, le lait rebascule en colostrum. Et il y a des grands bébés qui aiment pas du tout le goût du colostrum, qui devient très salé du coup, donc voilà. Mais le sevrage pendant la grossesse, on va procéder en fait de la même manière que pour un sevrage hors grossesse. On va vraiment y aller tranquillement. On va aussi identifier, parce que parfois il y a des mamans, quand elles viennent nous voir en consultation, elles souhaitent sevrer, elles s'engagent dans un sevrage et finalement, au cours de la mise en place du sevrage, elles réalisent que finalement, en gardant une ou deux tétées ou les tétées de nuit, enfin certaines tétées, finalement ça se passe bien et ça répond aussi à leurs attentes. Donc toujours quand on se dirige vers un sevrage, laisser des petites portes ouvertes parce que finalement, des fois, on va pas jusqu'au sevrage total. Donc pendant la grossesse, des fois, il y a des mamans qui, notamment le premier trimestre, ont des douleurs très importantes et souhaitent vraiment sevrer pour des raisons de douleur et vraiment d'inconfort parce que c'est vraiment très désagréable, c'est vraiment une aversion. Mm. Et au final, passé ce premier trimestre, les seins redeviennent un petit peu moins douloureux et finalement, elles souhaitent poursuivre l'allaitement parce que finalement, elles avaient juste diminué les tétées et ça reprend. Donc là, vraiment, faut savoir s'écouter et bien identifier les raisons qui nous poussent à se poser la question pour ce sevrage. C'est ça qui est vraiment Je, important. Oui. je dis, je confirme, ça fait vraiment mal au premier trimestre. J'ai mis longtemps avant de comprendre que j'étais enceinte et je comprenais pas pourquoi l'allaitement d'un coup faisait mal. Et moi, j'avais la sensation qu'elle tétait 20 fois plus. Elle tirait, elle tirait, elle tirait. Peut-être que mon lait était un tout petit peu plus Et comme faible ou je s'ils sais pas. sentaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Parce que des fois, c'est grâce au comportement de l'enfant qu'on pense à la grossesse. Et moi, il y a quelques fois où c'est arrivé, je dis à la maman, mais vous êtes sûre que vous n'êtes pas enceinte? Et elle me rappelait 2 heures après avec le test, la photo du test, en me disant si, si. Donc des fois, les enfants, ils doivent sentir qu'il y a des choses qui se trament. Même tout le temps, je pense. C'est juste Mm. qu'on n'écoute pas leurs signes. Ok, bon, mais super.
pour la grossesse. On va parler sevrage, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de questions sur ce thème, évidemment, puisque c'est le thème du podcast, mais sur les différentes façons et les différents âges. Alors, bonjour, j'allaite ma fille de 11 mois et depuis sa naissance, j'ai eu envie de la sevrer 25 347 fois, c'est précis, sans jamais le faire. Je suis épuisée et j'ai envie de retrouver mon corps, mais j'adore ces moments de tendresse. Existe-t-il un moment où le sevrage apparaît comme une évidence pour la maman, ou y a-t-il toujours cette ambivalence ? Alors cette question, elle est intéressante parce que je pense que toutes les mamans, à un moment donné, sont dans cette ambivalence, où des fois on a envie que l'allaitement s'arrête pour plein de raisons différentes, et d'autres fois où pour rien au monde on arrêterait cette relation avec via l'allaitement avec son enfant. Donc l'idée, ça va être vraiment pour éviter justement d'avoir à regretter ou à culpabiliser. L'idée, c'est vraiment d'arriver à identifier au moment où on est prêt. Et on va toujours, c'est ça qui est important, inventer son sevrage qui correspond à sa famille, à son environnement et à ses envies. C'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est pour ça que faire le point au moment du sevrage avec une professionnelle, avec une consultante en lactation, ça permet de poser un petit peu les émotions qu'on va ressentir. Parce que souvent quand la maman décide de sevrer son bébé, forcément que l'enfant avant 12-18 mois, c'est rare que eux de même ils décident de dire tiens, j'ai plus envie de téter. Donc la maman elle a tendance à culpabiliser de cette volonté d'arrêter cette relation et de, entre guillemets, traumatiser son enfant et de lui enlever quelque chose qu'il connaît depuis 12 mois, depuis 18 mois. Et ça, c'est très dur pour les mamans. Donc, ça peut être intéressant de rediscuter de toutes ces émotions qui sont là. Et parfois, on est très étonné de ce qu'il en ressort de ces bilans un petit peu, quand on pointe certaines émotions, en fait. Parce que forcément, ça renvoie à la séparation, ça renvoie à la relation qu'on a pu aussi avoir avec notre propre mère. Il y a plein de choses en fait qui se jouent avec cet allaitement, avec ce sevrage. Donc déjà débuter par identifier un petit peu toutes ces émotions-là, toute cette ambivalence, et puis les raisons qui nous poussent à désirer sevrer. Est-ce que c'est l'entourage qui met la pression ? Est-ce que c'est le conjoint ? Est-ce que c'est la conjointe ? Est-ce que c'est les collègues ? Est-ce que c'est la famille ? Parce que c'est différent. C'est-à-dire que le sevrage, c'est vraiment la maman qui le décide. Et parce que sinon, si elle n'est pas sûre à 100% derrière le bébé ou l'enfant, il va pas aller, il va pas comprendre déjà. Et les enfants, ils ont besoin vraiment d'authenticité. C'est-à-dire que si la maman explique à l'enfant, je veux que l'allaitement s'arrête, on va y aller progressivement. Si elle le pense pas du tout, ça risque d'être très compliqué. Donc elle risque d'être malheureuse et l'enfant, il va pas du tout comprendre justement cette ambivalence. Donc oui, je pense qu'à un moment, quand la maman est prête, le sevrage se dessine tranquillement. Voilà. Si on est encore entre deux eaux, c'est qu'on n'est pas tout à fait prête à arrêter l'aventure et voilà. Après, on a le droit d'allaiter différemment et de conserver uniquement les tétés qui nous ressemblent et qui vont avec le quotidien et voilà quoi. C'est pas parce qu'on continue d'allaiter qu'on est obligé d'allaiter jour et nuit, 24 heures sur 24. On peut choisir ce qu'on appelle un peu l'allaitement à l'amiable, où on explique à l'enfant que non, ça va être comme ça et que voilà quoi. Et ça, c'est important. Et je crois qu'il y a parfois, les mamans, elles s'autorisent pas trop ça, de cadrer un peu cet allaitement. Comme l'allaitement en extérieur. Parce que je pense qu'on nous l'a dit pendant tellement longtemps que c'est à la demande, mais c'est dans les premiers mois qu'après, peut-être, il y a ce truc qui est resté en nous et qu'il faut arriver à gérer dans ce que tu dis, l'amiable. C'est plus à la demande, c'est l'amiable. C'est ce que moi, je supporte, c'est ce que je veux, et ce que le bébé peut... Enfin, c'est
absolument pas problématique pour sa santé, on est bien d'accord. Tout à fait. Et je pense notamment aux grands bébés où certaines mamans peuvent être gênées d'allaiter à la terrasse d'un bar, au parc, etc., en extérieur. Donc là, elles peuvent tout à fait expliquer à l'enfant que l'allaitement, ça reste à la maison dans certains moments, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Et je trouve que c'est vraiment aussi apprendre à l'enfant à respecter, à se respecter, puis à respecter les autres aussi. C'est très intéressant. Mmh. Alors, question suivante, 4e question. Ma fille a 19 mois, j'aimerais continuer à l'allaiter encore, sauf sans objectif précis, mais j'aimerais limiter la cadence. Il y a des jours où c'est à la demande en continu et la nuit de multiples réveils, 4 à 6 fois par nuit. J'aimerais que ce soit comme pour mon fils, matin et soir au coucher. Comment arriver à cela ? C'est bien, ça reprend tout ce que tu viens de dire juste avant. Tout à fait. Donc après, chaque allaitement est différent parce que chaque enfant est différent, chaque naissance est différent. On n'est pas les mêmes parents à chaque enfant. On grandit un petit peu à chaque fois. Donc là, il y a quand même plusieurs petites choses qui sont intéressantes, notamment par rapport à ces réveils de nuit. Parfois, il y a des bébés qui vont se réveiller de nombreuses fois. On va un peu incriminer l'allaitement, alors que parfois, ça peut être simplement parce que il y a des tensions, parce qu'il y a des petites problématiques à régler. Il peut y avoir aussi tout l'aspect émotionnel de l'enfant qui est là et qui a besoin de réassurance très importante, notamment la nuit. Donc ça peut être intéressant de se pencher un petit peu déjà, peut-être d'aller faire un point avec un ostéopathe, un chiropracteur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tension et de choses comme ça. Regarder un petit peu aussi sur tout l'aspect émotionnel, parce que entre 0 et 2 ans, au niveau du développement, il se passe plein de choses, y compris au niveau émotionnel. Là, a priori, cette petite fille, elle reste avec sa maman, donc il n'y a pas de séparation, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des choses, au niveau émotionnel, qui remontent aussi au vécu de la grossesse, à la naissance. Donc ça peut être déjà de regarder un petit peu de ce côté-là, parce que quand même, un besoin de succion important chez un petit, ça peut être vraiment des tensions qui l'enquiquinent et qu'elle a besoin de réassurance importante pour pouvoir rebasculer dans le sommeil. Même si les réveils nocturnes sont tout à fait normaux les premières années, puisque le sommeil, c'est vraiment un apprentissage et qui peut être encore très fragile les premiers temps. Donc déjà de regarder un petit peu sous cet aspect-là. Après, en journée, le fait d'avoir des tétées très fréquentes à certains moments, et puis à d'autres moments où l'enfant va être un peu plus autonome, on va dire, va faire un peu sa vie autour. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est vraiment le développement de l'enfant, où des fois, ils vont faire 3 pas en avant et puis 2 pas en arrière. Et ça, c'est vraiment donc souvent, chez le bébé allaité, on va pointer l'allaitement, mais quand on regarde, sur plein d'autres aspects, ils font tous ça. Oui, je confirme. Maintenant que ma fille est au biberon, c'est quand Exactement. même pareil. Ils vont vérifier si mon sage sait toujours le faire. Donc voilà. Et ils ont C'est dur besoin pour nous, de les parents, revenir. c'est tout. Ils ont besoin un petit peu, de revenir en sécurité pour pouvoir un petit peu aller plus loin et grandir. Et donc ça, donc là, dans ce cadre-là, les journées de tétée un petit peu intenses, on peut accompagner l'enfant. Si on souhaite pas mettre 10 fois son bébé au sein de 19 mois, on peut proposer autre chose. Est-ce que l'enfant a soif ? Est-ce qu'on veut avancer le repas parce que peut-être qu'elle a faim ? Est-ce qu'elle s'ennuie ? Parce que des fois, il y a des bébés, quand ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent un petit peu tétés. Donc, essayer d'identifier, essayer d'identifier un petit peu à quel moment cette petite fille, elle a ces tétés-là. Ça peut être aussi intéressant de regarder ce moment-là et de remplacer parfois certaines tétées par une activité, par autre chose qui convient à la petite fille. Tout un programme. Mais c'est marrant parce que parfois on met beaucoup de choses sur le dos de l'allaitement et c'est vrai que quand on passe au biberon, il reste quand même Tout à fait. Des travers qu'on n'aime pas nous adultes mais qui sont normaux pour les enfants puisque ce sont juste des petits enfants pas encore tout à fait terminés qui se développent. Exactement. Mais c'est la confusion, est-ce que c'est de ça qu'est
très compliqué pour nous les parents, c'est est-ce que c'est l'allaitement ou est-ce que c'est autre chose. Donc, Mm. comme tu dis, arriver à savoir, c'est la clé en fait. Alors, mon bébé de 4 mois est exclusivement allaité. Je reprends le travail dans un peu plus d'un mois. Avec le tire-lait, je ne tire pas assez. Et je sais que niveau organisation, c'est impossible. Passage au lait maternisé, mais il fait la grimace et refuse de boire. Comment y parvenir? Merci. Je crois que c'est le truc le plus compliqué pour les parents, c'est passer au biberon. Est-ce que oui ou non il va vouloir l'enfant? Donc vas-y, dis-nous tout, c'est quoi l'astuce? Alors déjà, ce qu'il y a de chouette pour ce bébé, c'est qu'il a 4 mois. Donc parce que là où on est vraiment embêté, c'est quand il y a une reprise du travail à 2 mois et demi, et que le bébé veut pas de biberon. Où là, c'est compliqué parce qu'on peut pas trop donner autre chose comme contenant. On peut faire Odal, enfin on peut faire Et d'autres choses, mais malheureusement, parfois ça peut être c'est là où on compliqué. doit reprendre. Ouais, c'est mal pensé. Donc à 4 mois, si vraiment le bébé, pour lui, le biberon, c'est très très compliqué, moi je propose souvent, comme d'autres collègues, ça peut être de donner sous forme de flan. C'est-à-dire qu'on va épaissir le lait, donc maternel, mais aussi le lait infantile. On peut l'épaissir avec soit de l'agar-agar, ou soit parfois il y a des mamans qui font ça avec des petites farines, donc sans sucre, etc. Des choses, farine de riz, millet, etc. pour texturer un petit peu le lait, et on peut le proposer un petit peu à la cuillère. Donc ça, c'est des choses qui parfois le bébé va préférer un petit peu manger comme ça. Donc on va donner la même quantité que l'enfant aurait reçu sous forme de liquide, mais le donner à la petite cuillère en fait. Parce que des fois ça passe mieux quoi. Parce que c'est sûr qu'à 4 mois, c'est vraiment l'enfant clairement qui choisit s'il va téter ou pas. On n'est plus dans le réflexe de succion comme les premiers mois. Donc c'est ça parce que souvent les parents ils disent on avait testé un biberon à 1 mois et demi, c'était nickel. 4 mois, il en veut plus. Et ça effectivement ça peut être compliqué. Donc on peut tout à fait faire autrement en fait. Et puis on peut aussi parfois démarrer la diversification alimentaire, introduire du lait via d'autres aliments, parce qu'évidemment à 4 mois le bébé il a encore besoin d'apport en lait, ça c'est sûr. Mais on peut aussi jongler un petit peu avec la diversification alimentaire. Et puis bien prendre le temps aussi de cette adaptation chez la nounou ou en crèche, parce que parfois c'est fait uniquement sur une semaine et c'est très très court. Donc on a tendance à mettre un peu la pression, donc la maman va se mettre la pression, le bébé va la voir, la nounou va la voir. Donc parfois de pas hésiter à dire à la nounou j'aimerais bien que ça se fasse sur 15 jours. 15 jours et on va y aller tranquillement. Parce que des fois, les bébés, ils prennent pas du tout le biberon à la maison parce qu'ils voient pas l'utilité non plus qu'il y a. Puisque maman est là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc des fois, quand ils sont mis en situation justement de cette adaptation, où là, on va pouvoir y aller vraiment tranquillement, on va prendre ce temps-là. Après, quand on n'a pas la possibilité de tirer son lait au travail, ça n'empêche qu'on peut tout à fait continuer l'allaitement, notamment les tétés de nuit, les tétés du matin et de soir, et que l'enfant soit supplémenté avec une préparation pour nourrisson. Ça, c'est tout à fait possible. Après, s'il n'y a pas suffisamment de stimulation nuit, matin et soir, la lactation va forcément diminuer un petit peu, et parfois ça peut induire du coup des sevrages beaucoup plus rapidement que ce qu'on se pensait, parce que l'enfant il peut se détourner un petit peu du sein en disant il y a plus ce qu'il faut non plus, et ça peut arriver et ça peut être parfois compliqué pour les mamans, parce que elles pensaient que l'allaitement pouvait se poursuivre un petit peu plus longtemps que prévu, et parfois elles ne sont pas spécialement prêtes à ça, et ça peut être un petit peu douloureux, parce que pour le coup c'est choisi sans être choisi quoi, et ça peut être un peu compliqué. C'est toujours pareil. Quand on choisit, c'est toujours plus facile que quand on subit. C'est ça. Alors, J'avais juste une petite parenthèse à vas-y. faire, parce que je l'ai lu dans plusieurs messages par rapport au lait maternisé. En fait, ce terme, il n'existe pas. C'est soit lait infantile ou préparation pour nourrisson.
Voilà, c'était juste la petite parenthèse, parce que je l'ai lu dans beaucoup, beaucoup de messages. Parce qu'en fait, le lait maternisé, finalement, ça serait le lait qu'on a tiré, non? Ben oui, le lait, c'est qu'on veut, en fait, on veut induire confusion un peu. Alors, question suivante. Euh, Oui. Sixième question. Bébé de presque 12 mois, il ne reste plus que les tétées principales, c'est-à-dire le matin, retour de crèche et coucher. Comment les supprimer? Elle mange énormément de laitage, mais a toujours refusé les biberons. D'accord. Donc déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à 12 mois, si les biberons jusque-là, elle n'en souhaitait pas, eh ben, probablement que c'est une petite, enfin un bébé qui n'en aura jamais, et c'est pas grave en fait. C'est absolument pas grave. Mais non, c'est Euh, mieux, punaise. Pas besoin de nettoyer de biberon. c'est que le biberon est tellement culturel chez nous qu'on se dit si mon bébé n'a pas de biberon, je rentre pas dans les bonnes cases. Donc c'est vrai que souvent les parents ont tendance à se mettre un peu la pression par rapport à ça. Alors déjà à partir de 6 mois, si un bébé ne veut pas du biberon, c'est pas grave, il est capable de boire du lait et boire avec plein d'autres contenants comme la tasse, le bol. Ils aiment boire à la paille. Il y a plein de choses qui s'offrent à eux sans que ça soit problématique. Après, à partir de 12 mois, si l'alimentation est bien diversifiée, le lait va commencer à prendre une place un petit peu moins importante. Donc c'est pas si grave, le matin au petit-déj, elle peut avoir juste un petit bol de céréales, un bol de lait, enfin suivant ce que consomme la famille. Donc ça pose vraiment pas de souci. Et puis effectivement, comme elle consomme des laitages, ça pose vraiment pas de souci. Après, au niveau pour supprimer tout doucement ces différentes tétées, on va commencer toujours par celle qui est le plus facile. Donc la maman va essayer d'identifier un petit peu qu'est-ce qui est le plus simple. Donc par exemple, si c'est le retour en crèche, le retour de la crèche, par quoi on peut remplacer un petit peu le rituel de retour à la maison. Qu'est-ce qu'on peut proposer qui va permettre à l'enfant de rentrer à la maison et de pouvoir arrêter de téter à ce moment-là. Et puis comme ça, on va essayer d'éliminer un petit peu la tétée de retour en crèche, la tétée du coucher. Est-ce que par exemple souvent le coucher en fait c'est souvent le papa qui prend le relais et qui va coucher l'enfant. Du coup, c'est un petit peu plus facile de faire ces changements un petit peu des rituels. Et puis le matin, on peut pareil proposer autre chose pour le petit déjeuner qui va remplacer cette tétée. Mais vraiment y aller tranquillement, en enlever une, attendre un petit peu aussi, et pas hésiter aussi à expliquer vraiment aux enfants notre ressenti par rapport à ça. Exprimer les émotions qu'on ne souhaite plus. Voilà, qu'on ne souhaite plus donner la tétée à ce moment-là, etc., etc., et que ça évolue au fil vraiment du sevrage. Parce que souvent, les parents, ils osent pas trop exprimer auprès de leurs tout petits ce qu'ils ressentent. Et pourtant, c'est intéressant de le faire parce que ça permet déjà aux parents de vider un peu son sac et d'exprimer un petit peu tout ça. Et l'enfant, alors forcément, il va pas comprendre mot pour mot ce que le parent lui dit, mais toute l'émotion qui va être exprimée, l'enfant va le ressentir. Et c'est ça qui est important, de poser un petit peu, tout ça, quoi. Et dans le sevrage, je trouve que vraiment c'est très très important d'exprimer à l'enfant que c'est pas parce qu'il y a plus l'allaitement que la relation va s'arrêter. Au contraire, c'est une relation qui grandit. Et il y a pas longtemps, je lisais le mot sevrer en hébreu, c'est arriver à maturation, c'est mûrir. Je trouve que c'est plus joli que la séparation en latin. Voilà, Ouais, donc c'est une c'est un étape, en fait. passage en fait. Ouais, c'est une étape, c'est vrai. C'est une étape Pour, pour, et je pour trouve tout que le monde. c'est vraiment joli de la voir comme ça. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais parlé un petit peu de célébrer cette fin d'allaitement qu'on peut, ah, qui peut être intéressante justement, voilà, de faire une journée où on va mettre en avant cet allaitement. Surtout quand c'est le dernier enfant. Parfois, c'est difficile pour les mamans.
Et c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, enfin surtout dans les pays anglo-saxons, on voit souvent des photos ou des vidéos de dire bah voilà c'était ma dernière tétée et Mm. voilà je l'ai conscientisé, ouais c'est un passage, c'est un rituel quoi. Je trouve ça chouette aussi de se dire même si les mamans tu vois parfois elles sont en pleurs ou tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions bah ouais mais ça fait partie des étapes de la vie, on grandit, on change. Et je trouve ça chouette, plutôt que d'être frustrée, de se dire ah, j'avais pas anticipé, j'avais pas prévu que ça serait. Moi, je sais que je suis contente que mon mec ait pris une photo de la dernière tétée par hasard. C'était la dernière, mais elle est marrante la photo et c'est un bon moment quoi. Tout à fait, ouais. Mm. Alors, question suivante importante. C'est sur les points caries. Alors déjà juste moi je fais une petite précision. Tous les enfants qui ont des dents, emmenez-les chez le dentiste, c'est important. Peu importe qu'ils soient allaités ou pas par ailleurs. Je sais que c'est pas le sujet, dit la maman, mais j'hésite à faire un sevrage nocturne. J'imagine que ça concerne. Elle dit ça parce qu'elle pense au caries. Je lis tout et son contraire. Et le cas échéant, comment faire un sevrage nocturne quand le papa n'est pas trop disponible pour prendre le relais? Ma fille a 20 mois. Alors déjà, effectivement, donc la carie, même si tous les professionnels ne sont pas d'accord entre eux, ça n'empêche que le lien carie et allaitement n'a pas du tout, enfin, c'est pas mis en lien du tout. Il n'y a pas de, tous les bébés allaités n'ont pas de caries et tous les enfants qui ont des caries ne sont pas allaités. Donc c'est vraiment deux choses différentes et il faut bien séparer les deux. Donc ce qui va être vraiment vraiment important, et là on va profiter d'en reparler, donc c'est amener chez le dentiste régulièrement dès les premières dents déjà pour qu'il fasse connaissance avec le dentiste. Et puis surtout c'est le brossage dès les premières quenottes. On va brosser les dents des enfants. Donc au départ, c'est sûr que si l'enfant a ses dents à 6 mois, on va pas mettre de dentifrice, mais on va quand même essayer. Il existe tout un tas de brosses euh, diverses et variées qu'on peut déjà, pour que l'enfant apprivoise un petit peu l'ustensile et qu'on l'imbrique dans le rituel des journées. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, qu'on soit allaité ou pas. Hein. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on voit des fois des caries dentaires importantes chez les tout petits et pour les soins, c'est vraiment pas facile. Donc, le sevrage nocturne pour ces raisons-là, si la maman, elle est pas prête et qu'elle le souhaite pas, il n'y a pas de raison de sevrer par peur de caries, en fait. Donc, le sevrage, ça doit être vraiment fait dans un contexte où euh, la maman est prête à arrêter l'allaitement. Ça, c'est hyper important. Après, concernant le relais qu'on pourrait trouver chez le conjoint, ça peut être peut-être intéressant d'en rediscuter un petit peu avec le conjoint euh, pour voir ce qui est possible de mettre en place quand même, parce que l'allaitement, c'est quand même un choix qui a été fait à deux, même s'il y a que la maman qui allaite. Ce choix, à un moment donné, il a été fait, c'est un choix de couple. Donc peut-être essayer vraiment de rediscuter avec le conjoint pour voir ce qui peut être tout de même mis en place, ne serait-ce que par exemple pour l'endormissement, enfin voilà, qu'est-ce que le papa peut faire pour quand même prendre le relais, parce que c'est sûr que c'est pas facile quand on a un enfant qui réclame le sein en pleurs et que la maman est toute seule, c'est vraiment pas facile parce que accueillir les pleurs de son enfant quand on est seul et qu'on lui dit non pour le sein, c'est très difficile pour les mamans. La culpabilité est très très grande. Donc parfois prendre le relais, enfin que le papa puisse prendre le relais, ça peut être vraiment une aide. D'autant que parfois on s'imagine que ça va durer 6 mois, mais des fois en quelques nuits, la problématique peut être vite réglée. Donc des fois, ça dure pas très longtemps de réajuster un petit peu les choses, voilà. Et encore une fois, dans ce témoignage-là, on ne sait pas combien de tétées elle prend la nuit, parce que ça aussi, forcément, que si un bébé tète 10 fois la nuit contre une seule tétée, c'est pas tout à fait non plus la même chose. Donc rediscuter énormément avec son conjoint pour voir ce qui peut être fait, parce que parfois les papas
ou l'autre parent, ils se rendent pas compte en fait de ce qui les enjeux, etc. Donc ça peut valoir le coup de rediscuter parce que des fois, nous aussi, on peut avoir des a priori en disant bon ben non, il s'en fiche ou il est pas trop disponible. Mais en même temps, si on lui dit pas, il peut pas l'inventer. Donc des fois, Il il peut vaut pas deviner. exactement. Mais je trouve que ce que tu dis est important, ce que tu as dit un peu avant aussi, c'est il faut accepter que son bébé, il va pleurer et Tout que à c'est fait. pas on n'est pas en train de traumatiser un enfant. Je pense qu'il y a beaucoup Non. de parents, si vous êtes là, que vous accompagnez, bah, de se redire que nous aussi, adultes, on pleure quand c'est dur et Mm. que c'est pas pour ça qu'on n'a pas survécu. Si on est bien accompagné, effectivement, c'est pas la Exactement. même Ouais. chose. D'autant qu'on le fait dans d'autres situations, quand l'enfant pleure et on l'accompagne, on est là pour lui. Mais c'est vrai que souvent, c'est souvent les mamans, elles me disent, mais c'est terrible de lui refuser quelque chose qu'il connaît depuis 10 mois, 12 mois, 18 mois, c'est dur, c'est dur. Ouais. Moi, je dirais que je ne suis pas un bon exemple parce que je l'ai sevré sans vraiment le vouloir parce que je suis partie une semaine. Mais pour moi, ça n'a pas été difficile puisque je n'ai pas eu à gérer ces pleurs qui sont d'ailleurs, c'était juste une fois la nuit et après elle a pris le biberon sans problème. Mais vraiment, j'étais pas là. Donc c'est vrai que c'est, comme tu dis, quand tu es seule et que tu sèvres, c'est très difficile. Si tu Mm. as le relais, la tierce personne, c'est pas la même chose quand même. Mm. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment intéressant d'en rediscuter avec le conjoint pour qu'il accompagne quand même, d'essayer de le faire ensemble, en famille. Ça ira beaucoup plus vite, il y aura moins de tension et tout le monde sera apaisé, quoi. Mm, mm. Encore une fois, je le dis, je ne suis pas un bon exemple parce que j'ai sevré un peu radicalement. Mais bon, voilà, ça arrive hein, parfois. C'était pas forcément voulu. Alors, bébé de 8 mois qui est diversifié. Il refuse les biberons et tout autre contenant, tasse, verre. Il prend des laitages mais se rattrape la nuit avec 5-6 réveils pour téter. Comment retrouver des nuits plus calmes? Alors là aussi, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Donc un bébé qui refuse pas mal de contenants, pas mal de contenants. Euh, 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 Donc, ce qui pourrait être intéressant pour ce bébé, ce serait peut-être d'aller faire un point déjà en consultation d'allaitement avec une consultante en lactation pour voir un petit peu la conduite de l'allaitement, comment ça se passe. Et puis également du côté de la diversification alimentaire pour évaluer un petit peu ce qui se passe. Ensuite, là encore, les réveils nombreux, donc d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe, pour quelles raisons ce bébé se réveille. Est-ce que c'est un besoin de succion important? Est-ce que les tétées sont nutritives vraiment? Enfin voilà, d'essayer un petit peu de refaire un point. Un point vraiment en consultation d'allaitement pour essayer d'identifier un petit peu ce qui se passe. Ok. Alors, 9e question. J'ai dû sevrer malgré moi à la reprise du travail. Travaillant dans la chimie, donc j'imagine un milieu très masculin, l'allaitement ou trop contraignant, l'allaitement induisait trop de restrictions par la médecine du travail. Ce sevrage a été compliqué, je me questionne après coup par rapport à ces restrictions professionnelles. Quels sont les moyens mis à disposition des mamans, si ma question peut aider d'autres mamans? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle est vraiment, vraiment pas souvent abordée et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont même pas au courant qu'il y a une loi qui sécurise les femmes. Euh, y compris pendant la grossesse et pendant l'allaitement. C'est-à-dire que si la maman a un poste comme ça où elle manipule des produits dangereux pour son bébé in utero et le bébé allaité, l'entreprise est dans l'obligation de lui trouver un poste ailleurs
pour la protéger. Si ce poste n'est pas possible, eh ben elle reste chez elle, mais elle a une garantie de salaire. Et donc Et même ça, pour l'allaitement? c'est le même pour l'allaitement, tout à fait. On pourra mettre le lien. J'ai trouvé le texte de loi et effectivement, il serait dans l'obligation vraiment de modifier ça. Donc, en règle générale, pendant la grossesse, ça pose pas de souci. On met la maman enceinte en arrêt. Par contre, pendant l'allaitement, on va souvent lui conseiller d'arrêter l'allaitement, tout simplement. Alors que normalement, voilà, l'entreprise, elle est vraiment dans l'obligation de lui trouver un poste pour la mettre en sécurité le temps de l'allaitement. Et si c'est pas possible, elle est suspendue, mais par contre avec garantie de salaire. Alors, explique-moi comment c'est possible, puisque ce que dit cette maman, c'est que c'est la médecine du travail qui lui a expliqué que c'était pas possible. Parce que je pense que cette médecine du travail, elle n'est pas au courant de la loi, certainement. Ou parce que c'est tellement où elle a pu avoir aussi des ordres de la direction en disant écoutez, on va pas la payer à rien faire. Ça, c'est Eh une ben, vraie c'est bien. question. Donc, c'est attaquable en justice, hein. Enfin, je dis ça Tout à juste fait. ce genre On de mettra le comportement. lien, mais ça, c'est parce qu'il y a quand même souvent des mamans comme ça qui sont du coup dans l'obligation de sevrer alors qu'elles souhaitent pas du tout que l'allaitement se passe bien et que c'est pas possible de. Enfin voilà, on n'arrête pas l'allaitement parce que dans le travail, c'est pas possible. Oui, apparemment si, malheureusement. Mm. Alors, dernière question. Non, avant-dernière. T'en avais pris plus que 10 en fait. Oui. Comment procéder à un sevrage en douceur pour une petite fille de 27 mois à l'été, donc un grand bambin de un peu plus de 2 ans. Je viens de la sevrer la nuit avec beaucoup d'accompagnement. 3 tétés subsistent encore en journée le matin. Retrouvailles et pendant les histoires du soir, celle des retrouvailles me semble difficile à supprimer. Quel conseil? Voilà. Donc là encore, exprimer vraiment son ressenti, ses émotions à son enfant. Lui expliquer vraiment qu'on souhaite, notamment là, elle veut enlever celle des retrouvailles. Donc vraiment lui expliquer ça et créer un nouveau rituel de retrouvailles. Donc voir un petit peu avec le tempérament de l'enfant, qu'est-ce qui pourrait lui convenir, etc. Après, souvent, moi, pour les grands enfants comme ça, je conseille de faire des petites frises avec un emploi du temps où au départ, les tétés vont apparaître et puis petit à petit, on supprime la photo de la tétée et on remplace par autre chose. Et tout ça, on peut le faire avec l'enfant, en fait. Lui dire qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Est-ce qu'on fait un goûter? Est-ce qu'on fait une activité? Enfin, voilà. Pour vraiment, et du coup, on va s'appuyer sur cet emploi du temps un petit peu en photo en lui disant, il n'y a plus de tétée, hop, qu'est-ce qu'on peut, voilà. Et ça, les enfants de cet âge-là, les photos, déjà, ils adorent ça, surtout quand c'est eux en photo sur l'emploi du temps. Et du coup, ça pose un cadre qui est à la fois sécurisant pour l'enfant, mais également pour le parent. Parce que le fait d'avoir posé ça, on a davantage on sent, on a plus de poids entre guillemets pour expliquer à l'enfant, en disant, tu vois, on avait décidé ça, donc là, la tétée des retrouvailles, il y en a plus. On peut proposer autre chose. Et ça, souvent, les photos, ça marche hyper bien pour le sevrage en général ou pour supprimer certaines tétées en disant, voilà, maintenant, il n'y a plus ça et on les fait disparaître vraiment tout doucement. Et par exemple, ça peut être le rituel du coucher où on fait l'emploi du temps du lendemain. Et là, on peut rediscuter avec l'enfant. Tu te souviens, demain, il n'y a pas cet été, etc. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Les enfants, ils y sont très sensibles. Et du coup, on peut discuter de plein de choses avec son enfant avec ce support-là, quoi. Ok. Ça rentre dans la routine en fait. Exactement. Ou on peut introduire le brossage des dents, on peut introduire plein de choses, les petits rituels. Et ça, c'est chouette parce que ça, c'est des choses qu'on peut garder après hyper longtemps. Donc c'est bien. Alors, avant-dernière question. Je me sépare du papa.
et j'aurai la garde principale. C'est vrai qu'on n'aborde jamais ce type de problématique. Son papa l'aura certains week-ends et certaines vacances. J'aimerais poursuivre l'allaitement, mais j'ai peur de ne pas réussir à combler ses besoins. Faut-il envisager un sevrage avec des tétés juste plaisir ou est-il possible de faire un allaitement mixte? Merci. Alors effectivement, l'allaitement avec la séparation, c'est pas forcément un sujet qui est souvent abordé. Ce qui va faire un peu la différence, ça va être aussi l'âge de l'enfant. Parce que si le bébé il est tout petit, il a moins de 6 mois, où là l'allaitement va être quasiment exclusif, ou si c'est un enfant de 2 ans, ou là qui est très diversifié, qui est un petit peu plus grand, un petit peu plus mature, ça va être complètement différent. Donc peut-être si c'est un tout petit bébé, peut-être revoir l'organisation, parce que un week-end, si c'est un tout petit bébé sans sa maman, ça risque d'être compliqué. Donc, voir un petit peu dans l'organisation de la semaine, qu'est-ce qui peut être possible? Est-ce que ça peut être plutôt par tranche de matinée? Est-ce que si la maman, j'avais eu le cas une fois d'une maman qui, du coup, ils habitaient vraiment pas loin, ils s'entendaient malgré tout bien. La maman allait de temps en temps dans le week-end donner la tétée. Il y avait des choses comme ça qui étaient possibles. Donc, essayer de voir ce qui peut être vraiment possible sans que ce soit trop contraignant et que ça génère trop de tension après dans les échanges et tout ça pour que ça reste quand même une séparation facile parce qu'il y a le bébé quand même qui est là. Après, la maman, si ça reste sur un enfant qui est un petit peu plus grand et que la maman veut poursuivre l'allaitement, c'est tout à fait possible. Après, elle peut mettre des séances de tire-lait, par exemple, la semaine et apporter et que le bébé aille chez son papa avec le lait que le papa donnera à l'enfant le temps d'absence. Et la maman, pendant ce temps-là, tire son lait pour entretenir la lactation. Ça peut tout à fait fonctionner. Après, on peut aussi partir sur un allaitement mixte. C'est tout à fait possible aussi. Après, la maman, elle n'est pas du tout dans l'obligation d'arrêter l'allaitement ou de garder juste les tétés plaisir entre guillemets pour pouvoir alterner la garde. Ça va vraiment dépendre de l'âge vraiment de l'enfant. C'est ce qui va faire un petit peu la différence pour l'entretien de la lactation, pour les apports du bébé, pour l'aspect aussi émotionnel de l'enfant, parce que c'est sûr qu'un tout petit de 3 mois, c'est pas du tout la même chose qu'un enfant de 2 ans. Donc ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas, de faire une consultation d'allaitement avec le papa pour voir ce qui est possible d'organiser et de les accompagner pour que, parce que c'est pareil, hein, le papa, si l'enfant n'a jamais pris de biberon ou quoi, ça va pas non plus être facile pour lui aussi. Donc vraiment, ça peut être intéressant de faire un point en famille pour voir un petit peu ce qui peut être possible et facile à organiser pour que tout le monde soit bien, quoi. Oui. C'est vrai que c'est un enjeu familial, tout pas à fait, seulement oui. que du côté de la maman qui. Parce que même si on est séparés, séparés, on reste quand même malgré tout une famille. Donc voilà, c'est bien que ça se passe bien. C'est sûr. Et dernière question. Une méthode pour le sevrage, hormis s'enlever le lait sous la douche, car je n'y arrive pas, bandage des seins, médicaments, j'ai peur d'avoir très mal. Ça reprend la première question, mais c'est vrai qu'on n'a pas détaillé exactement les méthodes. Je t'en prie. Tout à fait. Alors déjà, on va sevrer vraiment en douceur, tant déjà pour tout le côté, on l'a vu, émotionnel, mais également pour le côté physique. C'est-à-dire, si on arrête du jour au lendemain, au niveau de la poitrine, ça risque vraiment d'être douloureux. Après, là encore, il y a une différence entre le sevrage dans les premiers mois où le corps produit beaucoup de lait et un sevrage à 2 ans où on va pas du tout être sur la même quantité de lait. Donc le bandage des seins, ça se fait plus du tout. Hein. Déjà, c'est très douloureux. Donc ça, c'est des vieilles pratiques. C'est ça? Oui, ça fait hyper mal. Donc non, hein,
on ne fait plus ça. Ça, c'est impératif. Donc oui, on peut avoir recours à des médicaments. Alors là, encore une fois, c'est très rare d'avoir recours à des médicaments quand on fait un sevrage à 3 mois, à 6 mois et au fil de l'allaitement. On va pas prescrire, sauf si vraiment il y avait une grosse lactation et qu'on n'arrivait pas à enrayer le processus, mais c'est très rare. Ça fait 18 ans que je m'occupe d'allaitement, j'ai jamais vu qu'on soit obligé d'avoir recours à ça. Donc le bandage, non. Les médicaments, pas en première intention en tout cas. On peut faire des choses, voilà, l'homéopathie, la glace, des cataplasmes d'argile. On peut avoir recours à des médicaments, des antidouleurs, anti-inflammatoires, etc. Parfois, on a toujours un petit peu peur d'utiliser le tire-lait parce qu'on se dit, voilà, ça va stimuler. Mais on peut utiliser le tire-lait, c'est-à-dire qu'au moment où vous sentez que les seins sont tendus, on peut mettre le tire-lait, assouplir un tout petit peu les seins sans forcément les vider, mais juste de retrouver des seins un peu plus confortables. Et on va espacer petit à petit entre 2 tétées ou 2 séances de tire-lait. Mais il ne faut pas avoir peur vraiment d'utiliser le tire-lait. Quand il est bien utilisé, ça peut être vraiment un bon allié dans le sevrage. Après, on peut utiliser la sauge, ça marche pas mal. Des tisanes de sauge, bon, c'est pas très très bon, mais bon, Ah ouais, c'est clair. on peut les prendre aussi en gélule. Il y a des huiles essentielles aussi qui peuvent être utilisées localement, et il faut pas hésiter non plus à se faire accompagner dans le sevrage. C'est vraiment important parce que c'est une étape. C'est une étape et parfois localement ça se passe pas bien parce qu'émotionnellement ça se passe pas bien non plus. Et si on a un décalage entre l'esprit et le corps, eh ben ça complique un peu. Donc il faut vraiment vraiment être prête à sevrer, et sevrer dans de bonnes conditions, à être bien accompagnée pour vivre les choses sereinement, et surtout garder une belle image de son allaitement, peu importe que ça ait duré 1 mois, 3 mois, 2 ans. L'important, c'est vraiment de garder une belle image de cet allaitement, quoi. Voilà. Et je rebondis, mais tu peux sevrer sans tirer ton lait? Oui, oui, Sur des très longs allaitements alors? sur des très longs allaitements, ouais. Après, Ok. on peut si sur un plus petit, mais par contre, ça va se faire sur 15 jours, 3 semaines, en enlevant une tétée, on attend un petit peu de temps, quelques jours, on en enlève une supplémentaire, etc. On fera vraiment en douceur. Sur 3 semaines, ça peut être tout à fait possible de ne pas avoir recours à un tire-lait. Mais c'est vrai que souvent dans le contexte du sevrage, on a toujours très très peur d'utiliser ce tire-lait, mais ça bien utilisé, ça aide Ça vraiment. passe. Tout à C'est fait. vrai. Oui, en fait, je suis bête, je t'ai dit ça, mais ma première, j'ai sevré sans tire-lait et la deuxième avec tire-lait. Ça dépend, t'as raison du contexte. Et pourtant, ma première, c'était à 3 mois, donc Parce ça que veut pas si dire on grand-chose vide en un fait. tout petit peu, juste de quoi enlever un petit peu de tension dans les seins, qu'on vide pas complètement, le corps, il va s'ajuster tranquillement, quoi. Et puis, je l'ai fait Le sur un corps, mois, que il tu dis. s'ajuste à la demande, donc il y a pas de souci. Eh ben super, merci beaucoup Julie. Et je le Merci à rappelle toi. encore une fois, n'hésitez pas à aller voir une conseillère en lactation. Grâce au Covid maintenant, vous faites des rendez-vous via visio. Donc ça permet, si on est dans un désert médical, c'est-à-dire il n'y a pas de consultante autour de chez soi, et ben d'aller voir Julie par exemple, même si vous habitez au Japon. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez au moins faire une première consultation en visio. Merci Julie, à très Merci vite. Clémentine. Salut, ciao. À bientôt.